Bienvenue donc pour cette conférence sur le droit, les études de droit à l'université. N'hésitez pas à m'interpeller, à me poser vos questions. Je m'adresse à vous si vous vous intéressez aux études de droit, quel que soit le niveau où vous vous trouvez actuellement. Si vous voulez commencer les études de droit, je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez comprendre ce qui vous attend. Je m'appelle Emery de Vaugeoise, je suis avocat de formation. Moi, j'ai été étudiant en droit à Assas. J'ai été également chargé de TD à l'université. Et je suis aujourd'hui le directeur de Cartésia Éducation, qui est un groupe qui accompagne des élèves pour réussir leurs études, depuis la réflexion de leurs études supérieures dès le lycée jusqu'à leur préparation au concours, examen. Et nous accompagnons, nous avons accompagné plusieurs milliers d'élèves qui ont fait des études de droit ces dernières années, dans différentes universités, vers la réussite, l'obtention de leur licence ou de leur master. Et l'objectif de cette conférence ce soir, ça va être de vous en dire un peu plus sur le contenu, ce qui vous attend finalement à l'université en droit. Alors, pour commencer, pourquoi étudier le droit? Ensuite, pourquoi faire ensuite? Je vous dirai également les matières qui vous attendent en première année de droit, les exercices qui vous attendent aussi, sur quoi vous allez être noté finalement. Je vous donnerai quelques conseils pour bien choisir votre université. Je vous expliquerai quelles sont les règles de Parcoursup en termes de sélection désormais pour les candidats à la première année de droit. Je vous dirai enfin un peu comment fonctionne l'université et je vous dirai quels sont les profils qui réussissent en droit, avant de vous donner quelques conseils de lecture. Alors d'abord le droit, eh bien il faut savoir que le droit suppose qu'il y ait une société. Je vous dis ça parce qu'on se demande souvent ce que c'est que le droit. C'est parfois un concept un peu abstrait. Quand on est lycéen, on se dit parfois, mais voilà, le droit c'est un concept un peu flou. Il faut savoir que le droit existe depuis que les hommes vivent en société. Et ce qu'on apprend en première année de droit, notamment, c'est que Robinson Crusoe, qui est tout seul sur son île, eh bien, vit sans loi, sans droit, puisque le droit naît uniquement de la société. Donc si Robinson Crusoe tout seul sur son île veut créer du droit, il veut créer des lois, il ne peut pas le faire parce que ça suppose une interaction, une relation entre plusieurs personnes, au moins deux. Et à l'inverse, dès l'instant où il y a plusieurs personnes, il y a nécessairement du droit qui se crée, même quand on s'en rend pas compte. En fait, le droit répond à des besoins d'une communauté de membres qui vivent ensemble et qui organisent leurs relations. Alors, vous voyez que là, par exemple, dès l'instant où Robinson Crusoe rencontre Vendredi sur son île, eh bien là, tout d'un coup, il y a une sorte de micro-société qui existe, et donc il y a du droit, nécessairement, qui va exister, qui va naître pour régir les relations entre ces deux personnes, entre Robinson et Vendredi en l'occurrence. Alors maintenant, pourquoi étudier le droit? Une fois qu'on a fait ce rappel très rapide pour vous dire le droit, donc ça suppose une société, finalement, pourquoi l'étudier? Alors, d'abord, le droit va vous permettre de comprendre l'actualité. C'est important de le savoir. Les sujets d'actualité sont très nombreux à faire appel à des connaissances juridiques. Rares sont les journaux, les articles de journaux, les émissions de radio, les débats télévisés sur l'actualité qu'on peut comprendre si on n'a pas fait de droit. Toutes les rubriques principales de l'actu sont concernées par le droit en fait. Si vous ouvrez un journal à la rubrique internationale, vous allez peut-être voir qu'on parle de traités commerciaux, qu'on parle de directives européennes, peut-être qu'on vous parlera de l'extradition d'un terroriste turc ou de l'élection du Parlement en Belgique, en Allemagne, au Honduras. Toutes ces notions sont des notions juridiques que vous allez découvrir en première année. Étudier le droit va vous permettre aussi de devenir un citoyen éclairé. Vous allez apprendre en première année de droit ce que signifie la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. On va vous expliquer ce que sont les pouvoirs des préfets, les pouvoirs des maires, les conseillers municipaux. On va vous dire ce que font nos ministres, qui les ont nommés, devant qui ils sont responsables, et puis notre président de la République aussi, on va essayer de vous dire quels sont ses pouvoirs, et du coup vous allez pouvoir devenir un citoyen éclairé au sens où, comme vous avez ces connaissances juridiques, vous êtes capable de comprendre
les promesses notamment des candidats. Par exemple, ce candidat qui écrit sur son tract qu'il vous promet des réformes dont vous rêvez peut-être, eh bien, si vous êtes étudiant en droit, vous allez pouvoir savoir s'il aura effectivement les moyens de mettre en œuvre ces réformes. Si par exemple il est candidat aux élections municipales et que les réformes qu'il prétend mettre en place ne sont pas du pouvoir des maires ou des conseillers municipaux, c'est un candidat qui vous ment. Voilà un exemple pratique qui permet de devenir un citoyen éclairé. Vous allez avoir le droit de vote. Eh bien, encore faut-il pouvoir l'exercer de façon libre et éclairée. Et pour ça, il faut avoir un minimum de bagage juridique. Voilà à quoi sert, dans ces grandes lignes, d'abord d'étudier le droit. Vous allez aussi découvrir en première année pourquoi il faut laisser les portes ouvertes pendant la célébration d'un mariage. Vous allez savoir si vous pouvez changer de sexe et à quelles conditions. Si vous êtes une fille, comment vous pouvez devenir un garçon et inversement. Vous allez aussi savoir si vous pourrez éventuellement prénommer votre enfant Snapchat quand vous en aurez un. Et si cet enfant, Snapchat, pourra un jour demander de changer de prénom à l'état civil. Vous allez savoir entre les présidents de la République, ceux qui ont le plus de pouvoir. Trump, Merkel, Macron, parce que chaque pays a son organisation propre et le président est dans certains cas un simple représentant un peu décoratif qui n'a finalement pas beaucoup de pouvoir, et dans d'autres au contraire, eh bien, c'est lui qui décide de tout et la constitution du pays lui octroie beaucoup plus de pouvoir. Donc ça, vous allez le découvrir, vous allez comprendre ce que c'est que le 49.3, un article dont on parle beaucoup dans les journaux. Bref, vous allez découvrir tout ça en première année et donc le droit est une matière très vivante. Maintenant, étudier le droit, ça sert à quoi pour après, ensuite, une fois que vous serez diplômé? Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord en termes de poursuite d'études? Et puis après, je vous parlerai des métiers. Mais d'abord, en termes de poursuite d'études. On dit souvent que le droit mène à tout. Eh bien, c'est plus ou moins vrai. Il faut quand même savoir que le droit, c'est vrai, est une filière qui n'est pas enfermante. Si vous commencez des études de droit, vous pourrez ensuite, à condition d'avoir validé vos premières années de droit, poursuivre vos études dans des directions très différentes. Vous allez pouvoir, au bout de 3 années de droit, quand vous aurez votre premier diplôme qu'on appelle la licence, eh bien soit poursuivre à l'université. D'abord, c'est souvent le premier choix, la première voie de poursuite d'études classiques pour un étudiant en droit, rester à l'université et pour faire un master qui correspond au diplôme qui succède à la licence. Master 1, ça correspond à la 4e année, et Master 2, ça correspond à la 5e année. Vous pouvez changer entre le licence et le master, changer de fac, c'est possible, mais la plupart des étudiants qui veulent poursuivre en droit le font dans la même université, dans celle dans laquelle ils ont commencé, dans celle dans laquelle ils sont rentrés en première année de droit. Mais de plus en plus d'étudiants en droit constatent qu'au bout de 4 années de droit, eh bien, ils ont envie de faire autre chose. C'était mon cas, moi, et c'est pour ça que vous verrez sur ce petit schéma qu'une deuxième voie est possible, qui est celle de l'accès aux grandes écoles par la voie des admissions parallèles. Moi, au bout de 3 années de droit à Assas, j'ai éprouvé le besoin d'aller étudier autre chose que le droit. J'étais pas sûr de vouloir être avocat, magistrat, ça veut dire juge, ou en tout cas de vouloir faire du droit toute ma vie, et j'avais envie d'apprendre d'autres matières, et donc j'ai postulé à des concours qui m'ont permis d'intégrer une grande école de commerce, l'EM Lyon en l'occurrence, alors même que je n'avais pas fait de classe prépa. C'est ce qu'on appelle les admissions parallèles en grande école, et du coup, après mon premier diplôme de droit, en complétant par une école de commerce, j'ai pu découvrir d'autres matières, comme le marketing, comme la finance, comme les ressources humaines, la stratégie d'entreprise, et ça a été du coup un deuxième diplôme qui m'a permis d'être aujourd'hui double diplômé et d'avoir un choix beaucoup plus large en termes de métier. Je vais y revenir après. Et puis, il y a des étudiants, après un premier diplôme de droit, qui veulent partir à l'étranger et qui veulent poursuivre leurs études, soit dans un master dans une autre matière, soit dans un master de droit qu'on appelle un LLM, qui fera d'eux des juristes qui auront un diplôme français de droit, mais aussi un diplôme anglais, américain, italien, allemand, du droit du pays concerné. Et donc, c'est particulièrement intéressant quand vous voulez évoluer dans le droit international et exercer à l'étranger. Alors maintenant, en termes de métier, à quoi mènent les études de droit? Donc, je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on parle souvent du droit comme étant une filière qui mène à tout. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de métiers qu'on peut exercer après des études de droit.
Il ne faut pas penser simplement qu'on est condamné à faire du droit et uniquement ça, et à exercer un métier strictement juridique. Mais c'est vrai que c'est la première quand même catégorie de débouchés classiques en termes de métiers, les métiers 100% juridiques. Quand on a fait du droit, on peut évidemment devenir avocat. Pour ça, il faut passer le CRFPA. À partir de la 4e année de droit validée, vous pouvez passer cet examen. Vous pouvez devenir magistrat, c'est-à-dire juge, et pour ça il faudra passer le concours de l'ENM, après au moins 4 ans de droit à nouveau. Vous pouvez devenir notaire, vous pouvez devenir juriste. Tous ces métiers sont réservés à aux étudiants qui aiment beaucoup le droit et qui ont envie de continuer dans cette voie en devenant un peu des experts dans leur domaine. Ensuite, le droit mène à des métiers qui ne sont pas exclusivement juridiques, des métiers qui vont contenir une dimension juridique importante, mais qui ne sera pas la seule. Si vous voulez devenir commissaire de police, par exemple, il faudra avoir fait du droit. Vous allez beaucoup faire de droit dans votre métier pour constater les infractions, par exemple. Il faudra être capable de les connaître, de connaître leurs conditions d'application, etc. Mais il y aura beaucoup d'autres compétences dont vous devrez faire preuve. Et c'est vrai que c'est un métier qui est beaucoup plus complet, disons, qu'un métier de juriste stricto sensu, parce que vous allez être sur le terrain, vous allez être vraiment dans l'opérationnel. Et c'est donc un métier qui fait appel à des connaissances juridiques, mais pas simplement. C'est vrai aussi du métier de commissaire-priseur, où vous allez devoir connaître l'histoire de l'art, notamment. Si vous êtes attaché parlementaire, il faudra avoir des notions juridiques importantes, mais aussi une formation en sciences politiques. Et donc, ce sont des métiers un peu hybrides, dans lesquels le droit a une place importante, mais qui n'est pas la seule. Et puis il y a des métiers qui sont non juridiques a priori, dans les métiers du marketing, de la communication, du journalisme. Eh bien, a priori, ça n'est pas nécessaire d'avoir fait du droit, mais en réalité, c'est très utile. Et si vous avez fait du droit, vous pourrez exercer ces métiers avec un petit plus par rapport aux autres. Il faudra compléter votre formation probablement en journalisme, en marketing, en communication, mais le fait d'avoir fait du droit vous sera très utile. Donc si on bifurque après 3 ans de droit pour finalement faire une école de journalisme, les 3 premières années de droit ne sont pas perdues. En fait, ce sera très utile en tant que journaliste de bien comprendre l'organisation de notre pays et pour pouvoir la commenter, l'expliquer. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez créer votre entreprise, c'est la même chose. Vous aurez besoin de connaissances juridiques. Et donc, ce sera très utile d'avoir fait du droit. C'est vrai aussi si vous voulez faire de la finance, qui est un domaine, un type de métier qui est très encadré juridiquement. Il faut connaître les règles pour pouvoir évoluer à l'intérieur intelligemment. C'est vrai en fait de la plupart des métiers de l'entreprise. Si vous avez fait du droit, ça vous sera très utile. Je vous donne un dernier exemple. Quand on travaille dans une entreprise, la plupart des actes qui formalisent des décisions s'appellent des contrats. Quand on s'est mis d'accord avec quelqu'un, un fournisseur, un client, un partenaire, on signe un contrat. Et donc, le droit un contrat, c'est un acte juridique, le droit va matérialiser une décision, et donc ce sera très utile d'avoir fait du droit. Donc je vais vous dire que le droit mène effectivement à tout ou presque. Si vous voulez devenir chef d'orchestre ou médecin, ce ne sera pas très utile d'avoir fait du droit, à part pour votre culture générale, pour devenir un citoyen éclairé, pour comprendre l'actualité, d'accord? Mais en termes de métier, ça ne vous sera pas très utile. Mais dans tous les métiers de l'entreprise et dans énormément de métiers de la fonction publique, ce sera un vrai plus, un vrai atout d'avoir fait du droit, ça vous sera très utile. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend concrètement en première année de droit? Quelles sont les matières? Eh bien, dans toutes les universités, vous avez 2 matières fondamentales en première année de droit qui sont le droit civil et le droit constitutionnel. Il y a aussi des matières qu'on appelle les matières complémentaires qui ont un coefficient moins important, qui peuvent varier celles-là d'une université à l'autre, mais les plus importantes sont les mêmes pour toutes les universités, ce sont celles-ci. Et je vais vous en dire un peu plus maintenant concrètement qu'est-ce que sont ces matières. Le droit civil d'abord. Alors le droit civil, au programme de première année, vous allez étudier les sources du droit. C'est-à-dire d'où vient le droit finalement. Quand on n'a jamais fait droit, on pense parfois que le droit c'est la loi. Que ça se résume à la loi. Mais pas du tout, vous allez découvrir en première année que le droit ne se limite pas à la loi, que la loi est une norme qui effectivement crée du droit, mais que la loi crée du droit, forcément, c'est une des normes, mais c'est pas la seule. Il y en a beaucoup d'autres. Il va y avoir les décisions de justice, les décisions rendues par les juges qui forment une source de droit. Il y a aussi des règlements, des directives, des ordonnances, des traités. Tout ça sont des normes créatrices de droit. Et donc, le droit, non, ça ne se limite pas à la loi. Vous pensez aussi peut-être que le droit, c'est le code civil. Et là, il y a souvent des lycéens, des terminales qui nous disent « Oui, mais moi, si je vais en droit, je vais devoir apprendre le code civil par cœur. » Je vous rassure tout de suite, non.
le droit, ça n'est pas une première année pendant laquelle, enfin, les études de droit ne se limitent pas au code civil et vous n'allez pas devoir apprendre par cœur cet énorme pavé de plusieurs milliers de pages, qui sont en plus des pages très fines en papier Bible. Ce serait impossible et ce serait surtout inutile parce que, en fait, quand on pratique le droit, on a toujours accès à ces codes. Donc, vous n'allez pas apprendre par cœur le code civil, vous allez simplement apprendre à l'utiliser. Et donc, non, ne croyez pas que quand on étudie le droit, c'est l'obligation d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre des milliers de pages. Moi, il y a un seul article de droit que je connais par cœur, c'est l'article 1240 qui dit « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». C'est le principe de la responsabilité civile. C'est probablement le seul que je connaisse par cœur parce que tous les autres, j'ai pas eu besoin de les apprendre. Pendant mes examens de droit, j'avais accès au code. On a le droit d'avoir le code avec soi et donc il faut apprendre, savoir les retrouver dans le code, ces articles. Mais vous n'êtes pas censé les mémoriser. Donc, je ne dis pas ça pour vous dire que le droit, c'est une filière d'études dans laquelle il n'est pas nécessaire de mémoriser, d'accumuler beaucoup de connaissances. Bien sûr que si, vous allez devoir apprendre plein de choses. Mais non, ça n'est pas, comme peuvent le penser certains, la première année de droit, une année où en fait il faut apprendre et apprendre le code civil par cœur. Pas du tout. Alors, le droit civil, pour y revenir maintenant, le droit civil, une fois que j'ai tordu un peu le cou à ces deux clichés, le droit c'est la loi et le droit c'est le code civil, pas du tout. Le droit civil, écoutez la définition officielle, le droit civil est une branche du droit privé qui régit les rapports entre les personnes, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales. Là, c'est l'occasion de vous expliquer, de rentrer un peu dans la matière. Quand on vous parle de personnes physiques et de personnes morales, normalement, on fait appel à des concepts que vous ne maîtrisez pas encore si vous n'avez pas commencé les études de droit. Personne physique, ça veut dire tout simplement un être humain, comme vous et moi. Et puis une personne morale, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, une personne morale, c'est en fait une entité qui est dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire qui lui permet d'être titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques qui l'ont créée. Si par exemple, donc ça veut dire par exemple un État, une association, une entreprise. Si vous créez un jour votre entreprise, par exemple, cette entreprise pourra passer des contrats. C'est pas elle qui signera en bas de la page, parce qu'elle n'a pas de bras, hein, la personne morale. C'est vous qui, en tant que personne physique, représenterez la personne morale. Donc vous signerez, vous, en tant que patron, pour votre entreprise, mais ça n'est pas vous, en personne physique, qui serez engagé, c'est bien elle, personne morale. Parce que les personnes morales ont bien des droits et des obligations, et elles peuvent être, par exemple, condamnées si elles ne respectent pas leurs obligations. Alors on ne pourra pas les mettre en prison, hein, parce que, à nouveau, elles n'existent pas dans leur corps, mais elles auront des sanctions, notamment des sanctions financières. Et donc c'est important de comprendre que c'est une distinction forte que vous allez découvrir. Le droit civil va vous permettre de comprendre les rapports entre les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. C'est un premier exemple de cette matière. Au programme de la première année, il y aura notamment les thèmes suivants: l'acquisition de la personnalité juridique, c'est-à-dire comment obtient-on cette personnalité? Si vous êtes une personne physique, c'est à la naissance, c'est-à-dire le jour de votre naissance à la maternité, qu'on considère que vous devenez une personne à part entière et que vous disposez de tous les droits et obligations liés à la personnalité physique. Pour autant, il va y avoir des exceptions que vous allez découvrir en première année. Quand l'enfant n'est pas encore né, qu'il est encore dans le ventre de sa mère, il s'appelle un fœtus et il a déjà, même avant d'être né, un certain nombre de droits. Donc il n'a pas la personnalité physique totale, mais il a déjà une partie des droits qui sont ceux de la personnalité physique. C'est ce que vous allez voir en première année. La personnalité morale, eh bien, elle naît, elle, lors de l'immatriculation, si c'est une société ou une association, par exemple. C'est-à-dire lorsque vous signez un contrat qu'on appelle des statuts avec vos associés, que vous les immatriculez, vous les déposez au registre du commerce. Et là, eh bien, à ce moment-là, votre personne morale existe indépendamment de vous, votre société, du coup. Et c'est cette naissance-là, l'immatriculation, qui va donner le top départ des droits et des obligations. Donc le droit va essayer d'appréhender ces situations. Qu'est-ce qui se passe avant la naissance de la personnalité morale? Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose qui permettrait d'engager cette société non immatriculée? Qu'est-ce qui se passe après la mort aussi, hein? Le droit va essayer de capter toutes
tous ces interstices qui font que c'est pas toujours facile de déterminer ce qui s'applique à une personne. Si par exemple on quitte le champ des personnes mais qu'on va vers le champ des animaux, vous vous rendez compte que déjà un animal a nécessairement moins de droits et d'obligations qu'une personne humaine, mais probablement plus qu'un objet. Si vous jetez par exemple une chaise contre un mur, eh bien vous n'êtes pas en infraction. Si en revanche vous prenez votre chat et que vous le jetez contre le mur, si là vous êtes en train de commettre un délit. Et donc vous risquez des choses pour ça. Si votre voisine vous entend et vous dénonce, la police peut venir sonner chez vous, prévenue par la SPA par exemple. Mais ce sera moins grave, l'amende que vous encourez, que si vous jetez votre petit frère contre le mur. Parce que lui est une personne humaine et donc il aura des droits supérieur à celui du chat. Et c'est ça que vous allez apprendre en première année. Qu'est-ce que c'est que la personnalité juridique? Quels sont les niveaux de protection qui peuvent exister aussi, selon qu'on parle d'un objet, d'un animal ou d'une personne. Alors là, je vous ai mis un petit exemple de cas très classique qu'on voit en première année de droit, qui est l'histoire du lancer de nain. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a encore quelques années, quelques générations, pendant certaines fêtes foraines, il y avait des activités étranges qui consistaient à lancer des nains le plus loin possible. Et là, l'image que vous voyez est extraite du film Le Loup de Wall Street, où on voit les salariés de l'entreprise de Leonardo DiCaprio qui jettent ce petit personnage, ce nain, le plus loin possible. Eh bien, figurez-vous que le Conseil constitutionnel, qui est une des institutions les plus importantes de la République française, a interdit le lancer de nains en considérant que c'était contraire à la dignité humaine, y compris lorsque les nains sont consentants. Et c'est ça tout l'objet. C'est est-ce que, en tant que nain, je peux consentir à me faire jeter comme un objet, comme à me transformer en projectile, et en étant payé pour ça, c'était le cas. Eh bien, le Conseil constitutionnel a considéré que c'était interdit, qu'on ne pouvait pas, en fait, devenir, se laisser transformer en chose, car c'était contraire à la dignité humaine. Et donc là, on voit un premier point important, c'est que le droit va vous limiter, va vous protéger contre vous-même, et que donc le consentement ne vaut pas tout. On ne peut pas, même si on accepte, se laisser faire n'importe quoi. Et je voudrais vous dire que c'est une jurisprudence, cette décision du Conseil constitutionnel qui existe pour les nains, mais qui n'a pas été étendue dans d'autres domaines. J'étais par exemple au cirque, moi, la semaine dernière, et j'ai vu un numéro de cirque qui, moi, m'a fait penser au lancer de nains, qui est le numéro de la femme canon. Je voudrais vous le diffuser pour que vous compreniez de quoi je parle. Vous voyez, ce que j'ai vu au cirque l'autre jour, moi ça m'a fait penser en tant que juriste au lancer de nain, une femme qui est projetée dans un canon, elle se transforme bien en projectile, et bien ça c'est autorisé. Pourquoi est-ce que c'est autorisé au fond? On pourrait considérer que c'est exactement la même chose. En fait, elle n'a pas de handicap physique, et du coup on considère que là c'est pas contraire à la dignité humaine, c'est un peu limite. Ça m'étonnerait pas que vous, quand vous serez avocat dans quelques années, si vous voulez attaquer le cirque en faisant interdire ce numéro de la femme canon, vous pourriez le faire et que le Conseil constitutionnel vous donnera raison. Donc le droit, ça évolue en permanence, c'est pas figé. C'est ça que vous allez apprendre aussi en première année. Alors, ça c'était pour le droit civil. Maintenant, le droit constitutionnel, la deuxième matière fondamentale que vous allez voir en première année, va vous permettre de comprendre qu'au-dessus de la loi, il y a un texte plus important qui s'appelle la Constitution, et que la Constitution française actuelle a été écrite par le général de Gaulle lorsqu'il a fondé ce qu'on appelle la Ve République. Et dans cette Constitution, eh bien, il y a des grands principes qui vont poser l'organisation de la République française. Et notamment, le principe de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui vont être votés par les députés, les sénateurs, et qui vont avoir une importance plus faible que ce texte principal qui est la Constitution. Vous allez découvrir en première année dans le droit constitutionnel le principe de la hiérarchie des normes, en fait. Ça, c'est très important, c'est en cas de contradiction entre une loi et un article de la Constitution, lequel va primer? Eh bien, dans quel cas est-ce que la Constitution va être
prioritaire et est-ce qu'elle pourra permettre d'écarter une loi si elle est contraire? Eh bien, ça, vous allez le découvrir et ça va être un élément très important du programme de votre première année. Vous allez aussi découvrir les institutions judiciaires et administratives de notre pays. Là, je vous laisse deviner sur cet écran ce qu'est l'Élysée, où se trouve l'Élysée, où se trouve Matignon, donc le palais du Premier ministre, où se trouve le Sénat, où se trouvent les sénateurs qui votent la loi, et où se trouve l'Assemblée nationale, où se trouvent les députés qui votent la loi avec les sénateurs. Vous êtes sûrement déjà passé devant ces monuments si vous habitez Paris ou si vous êtes déjà venu à Paris. Eh bien, ils vont prendre un sens tout à fait particulier lorsque vous aurez fait un an de droit. Vous allez découvrir aussi, à côté de ces institutions politiques, les institutions judiciaires, vous allez découvrir ce que c'est que le Conseil d'État, ce que c'est que la Cour de cassation, ce que c'est que le Conseil constitutionnel, qui se trouvent toutes ces institutions sont dans le centre de Paris. Vous passez devant régulièrement si vous habitez Paris. Et là encore, vous allez apprendre ce qui s'y passe. Et vous allez aussi, une fois que vous aurez compris comment fonctionne la République française dans ces institutions, comparer avec les organisations d'autres pays. On fait beaucoup de droits comparés en première année. Ça dépend des universités. Mais vous allez peut-être comparer le système français, le système allemand, le système français, le système américain ou le système anglais. Vous allez découvrir finalement comment se sont organisés les autres pays et ça va vous permettre, là encore, de comprendre un peu les différences entre les États, les différences en termes de mœurs, de coutumes et mieux comprendre les décisions des dirigeants des autres pays. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez vous connecter sur la chaîne YouTube du cours d'Assas, qui est la prépa des étudiants d'Assas, mais pas seulement, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants de la Sorbonne, de Nanterre, de Malakoff, qui nous rejoignent en particulier pour le stage de pré-rentrée qu'on fait début septembre. Et donc, vous verrez sur cette chaîne YouTube des petits cours de droit qui vous permettront d'en savoir un peu plus sur le contenu des matières qui vous attendent en première année. Ce que je vous ai présenté là était simplement un premier descriptif, mais j'ai pas le temps de rentrer trop dans le détail. Alors maintenant, les exercices qui vous attendent en première année de droit et en droit en général, parce que ces exercices que je vais vous présenter sont les 3 exercices juridiques, il y en a 3, qui vont vous poursuivre pendant toutes vos années de droit, et donc il va falloir tout de suite les comprendre et comprendre la méthode attendue. Ces 3 exercices sont la dissertation, d'une part, le commentaire d'arrêt d'autre part, et le cas pratique de troisième part. Alors, je voudrais vous les présenter rapidement parce que c'est vrai que c'est important de savoir comment vous allez être évalué, quels sont les types d'exercices finalement qui vont faire que vous allez passer en deuxième année ou redoubler votre première année. On va vous attendre là-dessus. En droit, vous aurez toujours ces 3 exercices-là et uniquement ces 3 exercices-là tout au long de vos études. Alors, le premier exercice, c'est celui de la dissertation. Alors, vous êtes habitué en général à faire des dissertations. C'est l'exercice qui est a priori le moins surprenant, le moins étranger. Mais la dissertation n'a rien à voir, quand elle est juridique, avec la dissertation en histoire ou en économie ou en philo, que vous connaissez peut-être, parce qu'elle obéit à des règles très particulières. En fait, vous allez avoir un sujet, comme le juge et la loi, par exemple, et là, vous devrez répondre à ce sujet en respectant la méthode juridique, qui est toujours la même, quelle que soit l'université, qui est la même en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, et qui impose que votre réponse tienne en une introduction, en 2 parties ensuite et 2 sous-parties. Vous n'avez pas le droit de faire de conclusion. Et ça, c'est important parce que c'est pas encore un réflexe que vous avez, mais dès que vous allez commencer le droit, vous allez vous mettre à penser en 2 parties, 2 sous-parties, quels que soient les sujets. Si vous faites 3 parties, par exemple, en première année de droit, en vous disant « Oui, mais là, je m'émancipe un peu des règles de la dissertation juridique, mais parce que je pense que j'ai vraiment une 3e partie qui tient la route et qui est nécessaire », vous allez avoir une très mauvaise note. Donc, il faut comprendre qu'il faudra toujours penser en 2 parties, 2 sous-parties. Et là, par exemple, à quoi ressemblerait un plan pour cette dissertation? Eh bien, le juge et la loi, avant de vous montrer de lire le plan, il faut se demander quelle est la problématique. Et la problématique, c'est celle des rapports entre le juge, qui est censé appliquer la loi, mais qui parfois prend quelques libertés par rapport à elle, et la loi, qu'est-ce qu'elle peut donc imposer au juge. Et là, un plan classique pour cette dissertation, ce serait 1. Le juge est l'applicateur de la loi, et 2. Mais il peut influer sur elle.
Et donc, sur la première partie, le juge est l'applicateur de la loi. Vous allez rappeler dans la première sous-partie le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif, donc c'est celui qui vote la loi. Le pouvoir judiciaire applique la loi. Et c'est nécessaire d'avoir cette séparation pour éviter cet empiètement des pouvoirs les uns sur les autres qui risquerait de nous faire glisser d'un régime démocratique vers un régime totalitaire, un gouvernement des juges, etc. Donc la démocratie suppose le respect de la séparation des pouvoirs. Mais en même temps, et c'est pour ça que le juge, deuxième sous-partie, dispose simplement d'un pouvoir d'interprétation, la loi ne pouvant pas tout prévoir, le juge va avoir le droit de l'interpréter, mais simplement de l'interpréter. Et ensuite de l'appliquer en du coup s'éloignant le moins possible de ce que prévoit le texte. Sinon, il pourra être sanctionné. Et deuxième partie, vous allez contrebalancer, le juge peut en même temps influer sur la loi. Comment le fait-il? D'abord, quand il y a une situation de fait qui n'a pas été prévue par la loi, bien le juge, étant obligé de trancher, va devoir créer du droit. Imaginer des choses, imaginer un espace. Il va parfois faire une interprétation très large d'une loi existante pour l'appliquer à la situation de fait, et en faisant ça, il va créer du droit. Et donc on appelle la jurisprudence l'ensemble des décisions de justice qui finalement sont une source de droit à part entière parce qu'on ne trouve pas tout dans la loi. Hein. Parfois on se dit le droit c'est très simple, c'est comme un distributeur automatique, on met une pièce et puis on a la réponse qui tombe. Donc comme si à chaque cas particulier existait un article de loi qui répondrait à la question. Pas du tout. Le droit en fait ne peut pas imaginer tout ce qui se passe dans la vie et le juge est là, on l'appelle la bouche de la loi pour faire en sorte que la loi puisse s'appliquer, mais il doit l'interpréter nécessairement. Et en faisant ça, il va donc se substituer aux lois et il va même pouvoir anticiper sur les lois, ça c'est important parce que le juge, en créant parfois du droit là où il n'y en a pas encore, parce que la loi n'a pas prévu une situation nouvelle, eh bien va parfois inciter les députés, les sénateurs à créer une nouvelle loi pour s'adapter aux nouvelles situations. Voilà, avec par exemple les nouvelles technologies, eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes de vie privée qui existaient et qui n'étaient pas encore encadrés par la loi. Les juges, faute de texte, ont dû prendre des décisions et le législateur, le député, le sénateur, celui qui vote la loi, a dû emboîter le pas du juge et créer vite fait une loi pour régulariser cette situation, pour combler ce manque. Et donc le juge, dans ce cas-là, c'est la deuxième partie, la deuxième sous-partie même, a pu anticiper sur les lois. Voilà le premier exercice qui vous attend, la dissertation juridique. Alors le deuxième exercice, c'est le commentaire d'arrêt. L'arrêt, c'est la décision de justice rendue par une juridiction supérieure, c'est-à-dire la Cour de cassation ou la Cour d'appel, c'est-à-dire un juge plus important que les autres, et vous allez avoir un arrêt que vous allez devoir commenter. Alors là, je vous ai mis un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel de Riom du 7 septembre 95 qui est particulièrement connu parce que les juges ont décidé de le rédiger en s'amusant un peu. Et donc vous allez avoir un arrêt qui ressemble beaucoup dans sa forme à ce que vous devrez commenter et qui raconte une situation un peu cocasse. Mais ça va vous permettre de comprendre comment se présente un arrêt. Alors on va le lire ensemble. Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements qui vont du joyeux, ponte d'un œuf, au serein, dégustation d'un ver de terre, en passant par l'affolé, vue d'un renard. Page suivante. Que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés, que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre et la poule, un habitant du lieu-dit La Rochette, 402 âmes, dans le département du Puy-de-Dôme. Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, infirme le jugement, déboute le sieur Roger de son action et le condamne aux dépens. Quand on lit là pour la première fois un arrêt, on n'y comprend rien et on se dit mais de quoi il parle? Ce sont des phrases très longues et on a un mal fou à comprendre ce qui s'est passé. C'est normal.
C'est complètement normal et tout au long de vos études de droit, vous allez avoir beaucoup de mal à comprendre les arrêts du premier coup. Mais quand vous l'avez lu une première fois, jusqu'au bout, il ne faut surtout pas avoir la tentation de reprendre la phrase si vous ne l'avez pas encore comprise. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir une première vision d'ensemble et accepter de ne pas avoir compris pour comprendre les faits. Et après, vous allez pouvoir le relire, l'arrêt, et peu à peu, vous allez reconstituer l'histoire et pouvoir comprendre le problème. Là, on comprend qu'il y a un monsieur qu'on appelle le sieur Rougier. Sieur, c'est le diminutif de monsieur, en fait, qui visiblement a agi en justice en assignant son voisin qui habite avec lui le village de La Rochette, donc un petit village du Puy-de-Dôme, au motif que il avait une poule qui faisait trop de bruit et lui causait un trouble du voisinage en fait. Il faisait du tapage, cette poule lui causait un tapage diurne ou nocturne, en tout cas le dérangeait. Bon. Et le juge s'est trouvé en face d'une situation hyper classique de deux voisins qui sont en désaccord et a dû se demander si effectivement la poule importunait ce monsieur Rougier. Et vous voyez que le juge a essayé de replacer un peu le contexte et a rappelé que une poule dans un petit village, finalement, c'est quelque chose de très normal. Et donc, en aucun cas, il devait condamner le propriétaire de cette poule à la ranger dans son poulailler ou à s'en débarrasser, parce que c'est la vie normale de la campagne. Et ça aurait été sans doute quelque chose de très différent si le sieur Rougier avait habité au plein cœur de Paris ou de Lyon ou de Lille dans un appartement et que le voisin avec sa poule l'empêchait de dormir. Là, ça aurait été jugé anormal probablement. Mais là, dans ce contexte de tout petit village, on considère que, de la même manière que le bateau n'importune pas le marin, que la farine n'importune pas le boulanger, que le violon n'importune pas le chef d'orchestre, la poule est un élément évidemment essentiel d'une vie d'un petit village à la campagne. Et donc, voilà le sieur Rougier débouté de son action, qu'on voit donc rejeter, et il est condamné aux dépenses, ça veut dire qu'il doit même lui payer les frais d'avocat de son voisin. Il l'a traîné en justice pour le condamner. Sa demande a été rejetée. C'est à lui de payer les frais de l'avocat de son voisin. C'est normal, sinon le pauvre voisin, pour se défendre, il aurait dû engager des frais qu'il aurait été condamné à payer de toute façon, alors même que le juge lui aurait donné raison. Donc ça, c'est un arrêt que vous devrez commenter. C'est le deuxième exercice juridique. Et pour ça, à nouveau, on attendra de vous que vous fassiez une introduction, un plan en deux parties, deux sous-parties, en indiquant les titres, comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la dissertation. C'est le deuxième exercice qui vous attendra en première année de droit et pendant les années qui suivront. Et puis, il y a un troisième exercice qu'on appelle le cas pratique. Et là, le cas pratique, c'est tout simplement qu'on va vous mettre dans la peau d'un avocat et on va vous demander comment vous devez raisonner face à une situation de fait. Alors là, je vous en lis un classique de première année. Théo, 17 ans, est passionné de jeux vidéo. Ça fait plusieurs semaines qu'il attend la sortie du dernier jeu de course automobile. Malheureusement, la date de sortie du jeu inquiète beaucoup la maman de Théo, car elle est prévue, pardon pour la faute d'orthographe, 2 semaines avant le bac. Le jour de la sortie du jeu, Théo fonce l'acheter chez Micromania contre l'avis de sa maman. Et bien décidé à ce que son fils réussisse son bac, et après avoir consulté un code civil, la maman de Théo va chez Micromania le lendemain pour demander l'annulation de la vente. Face au vendeur, la maman affirme qu'en application de l'article 124 du Code civil, un mineur ne peut acheter un jeu vidéo car un tel achat correspond à un contrat de vente et que l'une des conditions pour qu'un contrat soit valable est que l'acheteur ait la capacité juridique et donc soit majeur. Le vendeur, qui est étudiant en première année de droit à la Sorbonne, lui rétorque que la jurisprudence s'est positionnée sur le sujet et qu'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 72 pose une limite à l'article 1124 en autorisant les mineurs à passer des actes juridiques de la vie courante. Qui a raison ? Quelles en sont les conséquences? C'est la question qu'on vous posera à l'issue de ce cas pratique et vous, étudiants en droit, vous devrez essayer de répondre en qualifiant les faits. Qualifier les faits, ça veut dire passer d'une situation de fait à un régime juridique. À savoir, en l'occurrence, y a-t-il un contrat de vente qui correspond à un acte de la vie courante ou pas? Ce sera la problématique. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de la vie courante? En fait, c'est ça la vraie problématique. Et vous devrez
en ouvrant votre code civil et en retrouvant les décisions de justice qui auront pu être rendues dans le passé pour des situations proches, déterminer si le fait d'acheter un jeu vidéo quand on a 17 ans est un acte de la vie courante ou pas. Si c'est le cas, la maman ne pourra pas en obtenir l'annulation, mais si ce n'est pas le cas, elle pourra en demander l'annulation et rendra le jeu à Micromania qui devra la rembourser. Eh bien, là, vous voyez bien que le juge, en 72, a posé un principe un peu de pragmatisme. Un acte de la vie courante, c'est certainement l'achat d'une baguette de pain. Impossible de considérer que parce que vous n'êtes pas majeur, la vente est nulle. Il faut laisser évidemment les mineurs pouvoir effectuer un certain nombre d'actes comme l'achat d'une baguette de pain. Si inversement le mineur achète une voiture, on considérera que le contrat peut être annulé car il s'agit évidemment pas d'un acte de la vie courante. Mais là, qu'en est-il d'un jeu vidéo? Ça dépendra du prix, ça dépendra probablement de plusieurs facteurs, mais le juge va regarder en détail. Et ce sera à vous, étudiants, en première année de droit, d'expliquer pourquoi la mère pourra obtenir, selon vous, l'annulation, ou au contraire, pourquoi elle ne pourra pas l'obtenir. C'est le troisième exercice juridique qui vous attendra tout au long de vos études de droit, le cas pratique. Voilà, après vous avoir brossé un petit portrait des études de droit qui vous attendent, à la fois les matières et les exercices, je voudrais vous dire un mot sur le choix de la fac. Évidemment, quand on veut faire du droit, il faut s'interroger sur l'université qui vous intéresse. Et avant de parler du choix de l'université en tant que telle, il faut se demander quel type d'université vous attire. Et d'abord, il faut bien se demander si l'université, si vous en avez une qui vous intéresse plus qu'une autre, délivre bien des diplômes d'État. Je vous dis ça parce qu'il y a certaines universités en France de droit qui sont des universités complètement privées et qui, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, qui délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus. Et ça, c'est important de le savoir dès le départ parce que forcément, vous ne pourrez pas avoir les mêmes poursuites d'études et de métiers si votre diplôme de droit est non reconnu. Donc, je vous dis de bien vérifier, je vous demande de bien vérifier sur les sites des universités qui vous intéressent si elles délivrent bien des diplômes, licence, master et doctorat. Et si c'est écrit en toutes lettres, licence et master, il n'y aura pas de problème. Il faut bien s'assurer que ce n'est pas équivalent licence, mais c'est bien une licence. Toutes les universités publiques délivrent évidemment des diplômes reconnus. C'est le cas aussi de toutes les universités catholiques qui délivrent bel et bien des diplômes d'État, licence, master. Donc, elles sont très rares, ces facs de droit qui ne délivrent pas des diplômes reconnus, mais simplement, il faut le savoir par avance. Alors ensuite, deuxième question à se poser, est-ce que vous êtes plutôt fait pour aller dans une fac publique ou plutôt dans une catho? Vous savez qu'à la catho, il y a plusieurs villes, il y a 5 villes dans lesquelles on trouve des universités de droit qu'on appelle les cathos. À Angers, à Lille, à Lyon, à Paris et à Toulouse, il y a des cathos. Et là, il y a une approche un peu différente des études de droit, il faut le savoir. Les avantages des facs dites cathos, c'est qu'elles sont plus petites, ce sont des établissements à taille humaine et qui permettent donc un accompagnement personnalisé des étudiants qui obtiennent des résultats un peu meilleurs que les facs publiques. Les inconvénients, c'est qu'elles sont plus sélectives à l'entrée. D'ailleurs, ce qui explique leurs meilleurs résultats, elles peuvent davantage sélectionner. L'autre inconvénient, ce sont les frais de scolarité, qui sont très faibles à l'université publique, mais qui peuvent aller jusqu'à 5 000, 7 000 euros dans les facs catho. Et donc, il faut se demander pourquoi vous êtes fait. Est-ce que vous êtes plutôt fait pour aller, par exemple, à Assas, à la Sorbonne, à Nanterre, si vous êtes à Paris, ou si à l'ICP, l'Institut catholique de Paris, eh bien, vous serez plutôt plus épanoui. Et donc, vous pouvez vous poser ces questions si vous vous trouvez à Angers, Lille, Lyon, Paris ou Toulouse, où vous avez, à côté des grandes facs publiques de droit, des cathos. Et puis après, pour bien choisir sa fac de droit, il faut, à mon avis, se garder des préjugés, des rumeurs, de la réputation parfois infondée qu'on entend et qui est diffusée chaque année et qui fait parfois peur aux parents ou aux élèves. Par exemple, moi qui étais à Assas, je peux vous dire qu'Assas n'est pas une fac de fachos, absolument pas. Et pour avoir eu beaucoup d'amis qui étaient à Nanterre, je vous le dis aussi, Nanterre n'est pas une fac de communistes, pas du tout. C'est pas vrai tout ça. Il y a pas parfois on parle à Assas du GUD, du fameux GUD, qui est
le bras armé d'un parti d'extrême droite qui hyper violent, qui sèmerait la terreur dans les amphis. Non, moi en 6 ans passés à Assas, je n'ai pas vu une fois le GUD et je vous assure que tout se passe de façon très paisible. Donc méfiez-vous des réputations. La fac d'Assas, je peux en témoigner à nouveau, est probablement une excellente fac de droit, mais n'est pas la meilleure fac de droit de France, comme parfois on l'entend. La Sorbonne est une fac dans laquelle il y a des professeurs tout aussi bons et qui a un rayonnement qui est excellent aussi, notamment à l'étranger, où personne ne connaît Assas, mais tout le monde connaît la Sorbonne. Donc, je crois qu'il faut se dire que la fac dans laquelle vous allez aller est forcément une grande fac. Si c'est une grande fac, je veux dire, est forcément un endroit où vous allez recevoir un enseignement de qualité. Et votre diplôme de droit, en fait, ne vaudra pas plus si vous avez été à Assas plutôt qu'à Malakoff. C'est pas vrai. Non, absolument pas. Il y aura un peu de prestige, si vous voulez, mais au bout du compte, vous n'aurez pas des débouchés différents en termes de métier. Alors, surtout que vous pouvez, après votre licence, bifurquer vers d'autres universités pour obtenir un master 1 ou master 2 dans une spécialité particulière, dans une fac qui a l'avantage d'avoir dans cette spécialité un des ponts de la matière, si vous le souhaitez. Donc, non, ne pensez pas que c'est comme des écoles de commerce, les facs, elles se classent les unes par rapport aux autres. Ça n'est pas du tout la même logique. Pour choisir sa fac, il faut évidemment connaître le fonctionnement de Parcoursup et les conséquences de la réforme qui a eu lieu sur la filière de droit. Alors il faut savoir pour ça que le droit est une filière en tension au niveau national. Il y a beaucoup moins de places que de demandes. En 2017, par exemple, il y a 1000 places simplement pour 20 600 candidats. À la Sorbonne, 640 pour 20 500 candidats. Et donc, il faut comprendre que si le tirage au sort qui avait fait beaucoup parler de lui et qui avait été très décrié à l'époque d'APB a disparu, c'est pour laisser la place à en fait une sélection qui va se faire sur les dossiers que vous allez envoyer ou que vous avez déjà peut-être envoyé sur Parcoursup et qui vont permettre aux universités de sélectionner les étudiants qu'elles souhaitent retenir. Cette sélection se fait donc sur ce dossier qui va être composé de plusieurs éléments, on va y revenir. Alors quel est le poids d'abord de l'académie? Parce que dans le dossier, il y a évidemment l'origine géographique de l'élève. Le poids de l'académie d'origine compte moins qu'avant. Avant, à l'époque d'APB, mais il reste favorable pour ceux qui postulent dans l'académie où ils sont domiciliés. Ça, c'est important, c'est le domicile qui maintenant détermine votre académie. Et c'est vrai que vous aurez plus de mal à obtenir une place de droit, puisque c'est une filière en tension, dans une université qui se trouve dans une autre académie que la vôtre, parce qu'il y a des places réservées pour les étudiants issus de l'académie dans laquelle se trouve la fac. Et puis, il y a des places réservées pour les étudiants qui postulent mais qui viennent d'autres académies, mais ces places sont beaucoup moins nombreuses. Donc il faut le savoir, vous avez en fait plus de chances d'obtenir une place en droit dans une université de votre académie. Et puis, c'est important que je le rappelle, le domicile est pris en compte et non plus le lieu du passage du bac. Alors ensuite, dans le dossier, qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Pas mal de choses et on va d'abord vous rappeler que pour réussir ces études de droit, parce qu'il y a beaucoup d'échecs à l'université, eh bien, il est nécessaire, avant de postuler, de prendre connaissance de ce qu'on appelle les attendus de la filière, qui sont des attendus qui peuvent se trouver à deux niveaux. Il y a des attendus nationaux qui valent pour toutes les universités et qui ont été publiés, et il y a des attendus locaux qui sont spécifiques à chaque université. Pardon pour le cadrage de cette slide, mais vous manquez presque rien. Il y a juste écrit en bas attendus locaux spécifiques à chaque université. On les connaît pas encore en fait. Elles n'ont pas été dévoilées. Ces attendus, ils n'ont pas été dévoilés. On ne sait pas quels sont les critères spécifiques pour Assas, la Sorbonne, Nanterre, Lille 2, Lille 3, Lyon 2. On peut les connaître un peu parce que nous qui connaissons bien les coulisses des facs de droit, on sait ce qui plaît plutôt à Assas, plutôt à la Sorbonne, plutôt à Nanterre, etc. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas dévoilés officiellement. Seuls les attendus nationaux sont dévoilés et vous les voyez ici. Pour réussir les études de droit, il faut savoir mobiliser par exemple des compétences d'expression écrite et orale, savoir rédiger, savoir
comprendre un texte facilement et l'analyser, savoir raisonner correctement. Et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que les étudiants qui sont en S, par exemple, eh bien, ont une aptitude au raisonnement logique qui leur permet d'avoir de bonnes notes en droit en général. Donc le raisonnement compte beaucoup. Il faut savoir travailler de façon autonome, être organisé dans son travail, ça c'est clair, et puis être un peu ouvert au monde, curieux du monde qui vous entoure et intéressé par les questions historiques, sociétales, etc. Donc voilà les attendus de la filière. Maintenant, dans votre fameux dossier qui sera transmis aux universités, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord la fiche à venir. La fiche à venir, elle est transmise par votre lycée, elle est émise pendant le conseil de classe du deuxième trimestre qui va donner un avis favorable ou défavorable par rapport à vos vœux. Donc on va vous dire oui, effectivement, le conseil de classe considère que c'est plutôt une bonne chose que vous postuliez en droit. Nous, on considère, de notre point de vue, que c'est un feu vert qu'on veut donner parce que l'étudiant devrait réussir en droit, compte tenu des attendus que je vous ai présentés juste avant. Cette fiche à venir n'est pas le seul élément du dossier puisqu'il y aura aussi une lettre de motivation et là j'insiste pour vous dire absolument qu'il faut la travailler cette lettre de motivation, il faut y passer beaucoup de temps. Nous on va vous aider, on peut vous aider pour ça si vous le souhaitez parce que évidemment qu'elle va être prise en compte. Il y a des rumeurs qui disent qu'Assas ne lira pas les lettres de motivation mais se concentrera que sur les notes. C'est absurde de ne pas tout miser sur la lettre de motivation ou en tout cas de la bâcler au motif que vous pensez qu'elle ne jouera pas. Évidemment qu'elle peut faire la différence, cette lettre de motivation, qu'elle peut compenser un dossier scolaire moyen. Il y aura évidemment les notes donc qui seront dans la fiche à venir, l'avis du conseil de classe, je l'ai dit, la lettre de motivation, et puis il y a des pièces complémentaires qui sont facultatives, qu'on vous invite à fournir si vous le souhaitez. Par exemple, si vous avez passé un test d'anglais, l'IELTS, le TOEFL, le TOEIC, vous pouvez le mettre, ça montrera que vous êtes ouvert au monde. Si vous avez passé un certificat, un diplôme de musique, si vous avez un diplôme de théâtre ou si vous avez à un moment donné sanctionné une compétence dans un domaine, mettez-le, c'est quelque chose de très positif parce que ça va permettre au jury de se faire une idée plus complète de votre candidature et évidemment chaque élément va compter. Ensuite, vous devez faire un test d'auto-évaluation en ligne, vous le savez. Le test, nous on l'a fait, on le connaît bien sur Parcoursup. Bon, c'est un test qui comprend des questions de langue française, des questions de culture générale, des questions de compréhension de texte. C'est un texte qui va vous permettre à vous de vous évaluer pour vous demander si vous allez, selon vous, être heureux en droit, plutôt réussir, ou au contraire, si vous risquez d'avoir du mal. Mais les résultats de ce test ne sont connus que par vous. Ils ne sont pas transmis aux universités. C'est juste pour vous donner, vous, une petite idée des compétences linguistiques, de raisonnement, de lecture de texte et de culture générale qu'il est bon d'avoir. Rassurez-vous, si vous n'avez pas tous les points à ce test, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas le droit. Moi, je peux vous dire, j'ai fait le test, j'ai même pas eu le 20 sur 20. Donc, c'est juste que ça vous donne une petite idée des critères de notation, c'est tout. Alors ensuite, quelques rappels sur l'université, parce que j'ai beaucoup parlé du droit, mais le droit s'enseigne dans l'université, qui est un environnement totalement nouveau, et je pense que c'est bien d'avoir en tête quand même ce qui vous attend, parce que quand on rentre à l'université, on est parfois un peu surpris, déboussolé, et il faut bien avoir en tête ce qui vous attend, les avantages de l'université d'une part, mais évidemment les inconvénients, les pièges de l'université qui sont nombreux et qu'il faut avoir identifié tôt pour pouvoir les éviter. D'abord les avantages, pour parler des choses encourageantes, optimistes, d'abord c'est un lieu d'autonomie l'université. Vous allez pouvoir vous épanouir intellectuellement parce qu'on ne va pas vous dire comment travailler. Vous allez pouvoir le faire à votre façon. Si vous êtes un lycéen malheureux parce que de rester 8 heures par jour dans une classe, à écouter un professeur prendre des notes, à devoir faire des devoirs à la maison tous les soirs, ou presque, d'avoir des devoirs sur table. Ce format-là d'enseignement, si il vous contraint un peu, si vous n'avez pas envie de travailler comme ça après le bac, l'université risque d'être un lieu où vous allez vous épanouir parce que vous allez pouvoir travailler à votre façon, complètement à votre façon. Vous allez apprendre à travailler en faisant des recherches à partir de documents différents. Vous allez travailler un peu quand vous voulez, un peu comme vous voulez. C'est vraiment le lieu de l'autonomie.
Et puis c'est vrai aussi que c'est un épanouissement au plan personnel, la fac, parce que vous allez avoir du temps, beaucoup plus de temps que si vous allez en BTS, en IUT ou en classe prépa. Vous aurez du temps, puisqu'il y a beaucoup moins de cours qu'au lycée. Et donc ce temps va être l'occasion, je pense, de vous consacrer, à côté du droit, à vos centres d'intérêt. Donc si vous êtes passionné de cinéma, vous allez pouvoir voir plusieurs films par semaine. Si vous voulez vous mettre à fond dans le piano, dans le violon ou dans le slam, vous allez pouvoir le faire aussi. Bref, on a du temps quand on est étudiant en droit et il faut savoir l'utiliser pour ses passions. Et surtout pas tomber dans le piège qui consiste à perdre ce temps disponible que vous avez et que n'ont pas vos camarades qui iront en classe prépa en simplement faisant des grasses matinées ou en errant dans les cafés qui environnent la fac. C'est dommage, il faut vraiment en profiter pour creuser vos passions, creuser vos centres d'intérêt parce que vous avez la chance d'avoir une filière d'études qui va vous permettre, vous donner le temps, tout le loisir de persévérer, d'approfondir ses passions. La fac, c'est aussi l'occasion de se révéler après le bac sur le plan scolaire, déjà parce que, en fait, ceux qui réussissent à la fac sont pas forcément ceux qui étaient bons lycéens. En fait, c'est un peu comme un nouveau départ, la fac, et comme les critères de sélection, de notation sont très différents, comme ce qu'on attend de vous du point de vue de la méthode est très différent, vous allez pouvoir devenir tout d'un coup un très bon élève alors que vous étiez un lycéen moyen. Et donc, c'est assez gratifiant de se dire que vous ne venez pas à la fac avec tout le poids d'un parcours au collège et au lycée un peu moyen. Ce que vous avez accompli sur le plan scolaire jusque-là ne présage absolument pas des notes que vous aurez à la fac. C'est ça mon point. Voilà. Et donc se révéler sur le plan personnel aussi parce que c'est l'occasion du coup de poser un regard un peu différent sur soi-même. Maintenant, les inconvénients de l'université, il faut les connaître tout de suite parce que nous, on accompagne chaque année beaucoup d'élèves pour les aider à réussir à la fac et une de nos premières missions pendant le stage de pré-rentrée qu'on fait en septembre, avant que les étudiants rentrent à la fac, c'est de leur expliquer comment fonctionne l'université et ces fameux pièges que je vais vous raconter là en quelques mots. D'abord, l'encadrement. L'encadrement est faible à l'université, c'est-à-dire que les cours facultatifs sont très nombreux, les cours obligatoires sont très rares. Finalement, vous avez à peu près une vingtaine d'heures de cours par semaine. Vous vous rendez compte que c'est beaucoup moins qu'au lycée. Et parmi ces 20 heures, vous en aurez peut-être que 3 ou 4 qui seront obligatoires. C'est celles qu'on appelle les TD. Toutes les autres heures de cours seront des cours magistraux en amphi, où en fait, que vous y alliez ou pas, ça ne fera pas de différence. Il n'y a pas l'appel, en fait. C'est pas possible. Moi, quand je suis arrivé en première année de droit, on était 2000 dans l'amphi. Et donc, j'ai bien compris qu'on ne pourrait pas faire l'appel parce que sinon, le professeur passerait plus de temps à faire l'appel qu'il n'aurait même plus de temps pour faire son cours. Ça lui prendrait plus d'une heure de faire l'appel. Bon, du coup, l'amphi, c'est la porte ouverte. Vous y allez pas. Tout le monde s'en moque. Seuls les TD sont obligatoires. Et même si vous allez à tous les cours d'amphi, eh bien, vous n'aurez qu'une vingtaine d'heures de cours. C'est pour ça que je vous disais, vous allez avoir du temps à la fac. Il va falloir l'utiliser intelligemment. Les cours sont donc facultatifs pour la plupart. Les contrôles de connaissances sont rares. J'insiste là-dessus. On ne va pas tellement vous évaluer aussi souvent qu'au lycée. Ça va être assez rare. Peut-être une interrogation écrite au milieu du semestre et pas grand-chose finalement avant les partiels qui auront lieu à la fin du semestre et qui sont les examens où beaucoup d'étudiants se cassent la figure faute d'avoir été évalués régulièrement justement. Et puis les interactions avec les professeurs sont assez rares et difficiles parce qu'en amphi, comme je le disais, on est 2000. Qu'en TD, vous êtes moins, mais vous êtes quand même 35-40 et que le chargé de TD, votre prof, a tellement de choses à vous dire en 1 heure et demie qu'il n'aura pas le temps de passer du temps avec vous individuellement. Et du coup, cet encadrement faible suppose que vous engagiez à travailler de façon très disciplinée, sinon vous ferez partie de la moitié, comme vous tomberez dans la moitié des étudiants qui redoublent ou décrochent en première année. Cet univers d'encadrement faible explique que seuls 30% des étudiants réussissent leur licence de droit en 3 ans, c'est-à-dire valident les 3 années d'un coup, du premier coup, sans jamais redoubler. Et puis on pourrait dire un autre inconvénient de la fac, c'est que la fac est assez peu en prise avec le marché du travail. C'est pas là que vous allez pouvoir faire des stages. Ce sera à vous d'aller les chercher en fait ces stages, contrairement aux écoles de commerce, d'ingénieurs qui vous fournissent des partenariats avec les entreprises. C'est pas à la fac qu'on va vous aider à trouver votre stage. Donc vous devrez, je pense, c'est l'occasion pendant l'été qui est long entre la première et la deuxième année, la deuxième et la troisième année, faire des stages. Mais ce sera à vous de vous débrouiller pour trouver une place en cabinet d'avocat ou en entreprise
entreprises pour vous rendre compte de ce que c'est que la pratique du droit. Alors maintenant, quels sont les profils qui réussissent en droit? Forcément, ceux qui ne tombent pas dans ces pièges, ceux qui savent s'imposer une discipline de fer, ceux qui savent travailler régulièrement et pas simplement en fin de semestre au moment où les partiels arrivent, ceux qui savent anticiper. C'est aussi pour ça que ce stage de pré-rentrée va vous permettre de vous lancer dans les études de droit tout de suite, parce que beaucoup d'étudiants qui ratent en première année échouent parce qu'ils se sont réveillés trop tard. Il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet très tôt dans l'année, dès la fin du mois de septembre ou début du mois d'octobre, au moment où les TD démarrent, il faut être tout de suite dedans, travailler très régulièrement et puis il faut savoir, sur le plan des compétences, mémoriser, raisonner, respecter la méthode drastiquement. On attend de vous que vous soyez vraiment des étudiants très rigoureux sur le plan de la méthode et il faudra savoir rédiger. Quelques conseils de lecture si vous voulez prendre un peu d'avance pour l'année prochaine. Pour le droit civil, vous pouvez acheter le livre Introduction générale au droit de Dalloz ou bien Introduction au droit de l'éditeur LGDJ. Vous pouvez acheter un code civil lorsqu'il sera sorti le 15 juillet prochain. En droit constitutionnel, vous pouvez regarder quelques documentaires que vous voyez ici, la Ve République et ses monarques sur Arte, ils sont en replay en général ces documentaires, l'enfer de Matignon par exemple, vous pouvez regarder Baron Noir aussi si vous voulez, ça va vous donner une petite idée c'est très politique mais ça fait évidemment appel beaucoup au droit constitutionnel, vous comprendrez quel est le rôle du Premier ministre, des ministres, du Président. Quelques films aussi pour se mettre dans l'ambiance du droit ou des séries, Lincoln, House of Cards, etc. Voilà pour si vous voulez goûter un peu le droit et vous mettre un peu